Ces images, c'est le pape dans la basilique de Saint-Denis, celle des rois de France, et où il concélèbre la messe avec Monseigneur de Roubaix, évêque de Saint-Denis, Monseigneur Frossard, évêque auxiliaire de Paris, chargé du monde ouvrier, et 4 prêtres du diocèse de Saint-Denis. Vous savez que Saint-Denis a une municipalité communiste. Cette municipalité est présente au service divin. Il y a quelques minutes, le pape, sur le parvis, s'est adressé à la foule qui n'avait pas pu entrer, et puis il y a la prière universelle en plusieurs langues et le souhait de paix donné par lui dans les langues des principales communautés de travailleurs immigrés en France, portugais, arabes, espagnols, italiens, créoles. Ensuite, le pape a rencontré des responsables chrétiens en milieu ouvrier, notamment ceux de la mission ouvrière dans la région parisienne. Puis Jean-Paul II va gagner à pied dans un instant la maison d'éducation de la Légion d'honneur avant de rencontrer plus tard dans la soirée les dirigeants nationaux des mouvements laïcs. Nous reviendrons à Saint-Denis tout à l'heure, mais voyons maintenant les principaux moments de la journée du pape, journée fort chargée, et d'abord sa visite à l'Élysée. Le président de la République n'attendait pas Jean-Paul II sur le perron, contrairement à ce qu'il fait pour les autres chefs d'État. Il est allé accueillir son visiteur sous le porche. À l'intérieur de l'Élysée, il y avait de nombreux invités, parmi lesquels François Mitterrand et Georges Marchais, et l'on a pu voir cette scène étonnante, le pape, avec à ses côtés M. Giscard d'Estaing, conversant avec Georges Marchais, puis avec François Mitterrand. Un commentaire de Patricia Charnollet. Il est 10 heures précises lorsque Valéry Giscard d'Estaing accueille le pape dans la cour d'honneur. Premier événement important de la visite du Saint-Père à l'Élysée, l'entretien de 40 minutes qu'il a eu en tête-à-tête avec le président de la République dans la salle des cartes. La discussion aura donc porté sur l'ensemble de la situation internationale, et notamment sur l'Afghanistan, le Moyen-Orient, les problèmes palestiniens, l'Afrique et les inégalités dans le monde. Le pape partage l'analyse du chef de l'État sur la nécessité de tout faire pour préserver la paix. À propos de la détente, il a approuvé l'esprit de la rencontre de Varsovie. Valéry Giscard d'Estaing lui-même a indiqué après cet entretien que le pape avait fait preuve de compréhension à l'égard de sa récente rencontre avec Léonid Brejnev. Jean-Paul II adressera également dans la matinée quelques mots aux 4000 invités qui s'étaient réfugiés dans les salons pour se protéger de la pluie. Il faut se réunir, a déclaré le Saint-Père, autour de ce message primordial du Christ, paix aux hommes de bonne volonté. Le deuxième temps fort de cette matinée a été créé par la présence à l'Élysée de certaines personnalités politiques. Venus en tant que parlementaires, les dirigeants des grands partis se sont donc trouvés réunis à l'Élysée pour la première fois depuis l'avènement de la Ve République. Habitué aux relations difficiles entre l'Église et l'État, Jean-Paul II a donc découvert ce matin la classe politique française, et notamment les deux principaux leaders de l'opposition, Georges Marchais et François Mitterrand. Ils ont d'ailleurs tous les deux estimé parfaitement normale leur présence à cette cérémonie officielle, excluant à l'avance toute tentative de récupération. Le pape se montre d'ailleurs très soucieux de respecter les différences, qu'elles soient religieuses ou même politiques. Depuis son arrivée, il a à plusieurs reprises évoqué le thème de la tolérance. Il est normal, a-t-il dit hier, que l'Église respecte les convictions des autres. Aux côtés de François Mitterrand ont remarqué Gaston Defferre, Pierre Mauroy, Charles Hernu. Le premier secrétaire du Parti socialiste s'est déclaré heureux de participer à un événement de cette importance, en rappelant qu'il avait répondu à une invitation du président de la République. Dernier moment, très attendu, la poignée de main entre Georges Marchais et Jean-Paul II, sous le regard attentif du président de la République. Aucun micro, bien sûr, n'a pu enregistrer leurs propos, mais dès sa sortie, le secrétaire général du Parti communiste français a qualifié le souverain pontife de forte personnalité. Le pape n'a pas pu saluer tous les invités, et au moment de son départ, cela a provoqué une belle bousculade dans les salons et dans le parc du Palais de l'Élysée, malgré l'appel au calme lancé à plusieurs reprises par le chef de l'État. Alors, quelle réflexion d'ordre politique inspire la présence simultanée autour du pape à l'Élysée des principaux leaders politiques français de toute tendance? C'est ce que je demande à Noël Copin. Qui assistait à la réception? Eh bien, je vous dirais d'abord que les images que nous venons de voir sont vraiment insolites et qu'elles constituent, je crois, un document dont on gardera longtemps le souvenir. Cela dit, je me permettrai de dire qu'il ne faut peut-être pas croire à un miracle et penser que la paix politique va maintenant régner en France entre tous les leaders
de bonne volonté. Et cela dit, je pense que pour expliquer la démarche des hommes politiques ce matin à l'Élysée, il faut d'abord faire cette première remarque, c'est que si le pape est un chef d'État et s'il était reçu en tant que tel, c'est quand même aussi tout autre chose qu'un chef d'État, et les hommes politiques en avaient parfaitement conscience, et je crois que leur démarche est un peu un hommage rendu à un courant spirituel et à celui qui l'incarne. C'est un peu la reconnaissance par les hommes politiques de la dimension spirituelle de l'humanité. Je crois que c'est ce qui ressortait du débat que nous avons eu tout à l'heure à samedi et demi avec 4 hommes politiques représentant les grandes familles. Ma deuxième remarque, eh bien, c'est que si le pape n'est pas un chef d'État comme un autre, l'Église n'est pas une force politique, et que si les chrétiens, globalement, d'après les sondages d'opinion, votent à droite et au centre, il y a des chrétiens engagés dans tous les partis politiques, l'Église a évolué, la société française aussi, on n'en est plus autant de la bataille entre cléricaux et anticléricaux, et cela facilite les rapports entre les forces politiques et les chrétiens. Ma troisième remarque, eh bien, elle partira d'une expression que l'on a beaucoup employée ces jours-ci pour parler de la messe du Bourget de demain. On dit que c'est la messe du peuple de Dieu. Cette expression du peuple de Dieu, elle a été, si je puis dire, réinventée, en tout cas remise en honneur par le Concile il y a 15 ou 20 ans. Or, le peuple de France, eh bien, dans sa grande majorité, se reconnaît plus ou moins directement comme appartenant aussi à ce peuple de Dieu. Et je pense que les hommes politiques qui sont sensibles au courant d'opinion ne peuvent qu'être sensibles à ces mouvements en profondeur. Alors, y a-t-il récupération politique, comme on l'a dit? Tous les hommes politiques que nous avons interrogés à midi nous ont dit que non, ils se sont écriés. Alors, en essayant de me situer moi-même à la hauteur de l'événement religieux dont nous parlons ces jours-ci, je dirais que Dieu seul sonde les reins et les cœurs, mais revenant sur la terre politique, j'ajouterai que chaque électeur finira bien par y reconnaître quand même les siens. Première rencontre du pape à 8h30 ce matin à l'Annonciature. Les représentants des églises chrétiennes non catholiques sont venus nombreux à l'invitation de Jean-Paul II. Toutes les autorités de l'orthodoxie, de l'anglicanisme, du protestantisme français ont tenu à dialoguer avec un pape qui se veut écuménique et résolument dans la ligne de Paul VI. La recherche de l'unité entre tous les chrétiens, rencontre agréable, fructueuse, ont dit les invités de Jean-Paul II. Jean-Paul II qui a insisté sur le fait que l'union des chrétiens, souhaitée par tous, devait se faire dans la vérité, c'est-à-dire dans le respect des traditions et des particularités de chacun. À 15h, le pape s'est rendu à la chapelle de la Médaille Miraculeuse, rue du Bac, où il a été accueilli par la supérieure générale des Sœurs de Saint-Vincent de Paul, Mère Roger. Un commentaire de Jean-Claude Darricot. Mais pourquoi vous êtes plutôt venu ici à la chapelle de la Médaille Miraculeuse qu'au Bourget? Parce que, à mon âge, au Bourget, non. Mais hier, je l'ai manqué. Pour moi, c'est très très important. Pourquoi c'est très important? Parce que jamais dans ma vie, j'ai vu le pape. J'ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais vu. Pour vous, cette chapelle de la Médaille Miraculeuse? Ah ben moi, ça représente beaucoup de choses. Oui. Mais dites-moi. De toute façon, je viens m'y recueillir, puis je crois avec ferveur à la Médaille Miraculeuse. Je la porte, ma petite fille la porte. C'est pour j'y viens, oui, c'est pour m'y recueillir. Et puis en tant que chrétienne, si vous voulez, la Vierge est venue sur ce fauteuil. Voilà. Et pour toi, la venue du pape, ça correspond à quoi? Comment tu la vois, toi? Je suis contente, et puis je trouve que c'est bien qu'ils viennent, parce que puis je trouve que comme je suis chrétienne, je suis contente de le voir. La pluie fine et froide qui tombait cet après-midi à Paris n'a pas découragé, on le voit, la foule des fidèles et des religieuses qui en masse s'est rendue rue du Bac à la chapelle de la Médaille Miraculeuse. Après les réceptions officielles et les échanges de discours, c'était donc le rendez-vous du pape avec les gens simples et sans après.
La cérémonie dans la chapelle étant terminée, Jean-Paul II a rencontré les religieuses de la région parisienne, une rencontre à l'issue de laquelle, vous allez le voir, le pape a joué une carte qu'il manie avec brio, celle de l'humour. Il y a deux solutions possibles. Une solution possible, c'est que le pape descende. L'autre solution possible, c'est que vous montiez. Je pense, pour terminer, que cette solution de vous faire monter était plus prudente. C'était plus prudent. Puis, la leçon d'hier ayant peut-être porté ses fruits, la conclusion du pape. Encore un mot pour vous dire quelle est la vraie situation du pape. On lui dit toujours, tu es en retard, tu es en retard. C'est pas facile de vivre comme ça. Quel est le sens de la visite du pape dans ce lieu que certains taxeraient volontiers, et avec un petit sourire et avec manque d'humour, de fief de catholicisme populaire, selon vous, Jean-Claude Darigo? Eh bien, le catholicisme populaire, ça existe, c'est une réalité. Il y a des chrétiens qui seraient incapables de disserter sur la Trinité ou d'expliquer le pourquoi intellectuel de leur foi, et pourtant, ils sont des chrétiens et ils croient. Ils constituent même probablement le gros des troupes de l'Église catholique. Durant des années, il semblerait que l'Église catholique ait opté plutôt pour les militants, c'est-à-dire des gens qui croient, qui agissent et qui savent pourquoi. Le petit peuple, lui, et c'était un évêque qui me le disait il y a peu de temps, a été peut-être un peu délaissé. Ce petit peuple, le pape le connaît, le pape l'aime, il lui donne du temps. Peut-être son attitude encouragera-t-elle une partie du clergé à ne plus négliger ces chrétiens, disons sans prétention, qui, quoi qu'on dise, sont eux aussi, pas eux seulement, mais eux aussi, des chrétiens qui méritent de ne pas être laissés pour compte. Après la chapelle de la Médaille miraculeuse, le souverain pontife s'est rendu au Champ de Mars, où l'attendaient de nombreux compatriotes polonais. Vous savez que le pape reste infiniment attaché à la Pologne et à tout ce qui concerne sa mère patrie. Sans doute la manifestation la plus émouvante, la plus familiale aujourd'hui dans l'emploi du temps du Saint-Père. Le pape au milieu des siens, Karol Wojtyła parmi les Polonais. Sur le Champ de Mars, malgré les flaques d'eau, ils étaient plusieurs dizaines de milliers venus à la rencontre de l'ancien archevêque de Cracovie. Ils venaient des cités minières du Nord, mais aussi d'autres régions de France. Notre pays abrite en effet quelques 800 000 Polonais de souche. Jean-Paul II a souligné en polonais devant la foule la place prise par la France dans l'histoire et la survie de la Pologne. Très détendu, le Saint-Père a même plaisanté avec ses compatriotes et comme à son habitude, maintenant, il a pris dans ses bras des enfants. Catholiques fervents, gardiens de leur tradition, les Polonais de France ont entonné avec le pape les chants de leur pays. Puis Jean-Paul II les a quittés, comme à regret, il devait se rendre à Saint-Denis. Revenons maintenant justement à la messe et aux rencontres de Saint-Denis. Vous en avez vu un bref extrait au début de notre journal. Voici le service concélébré par le pape, l'évêque de Saint-Denis, l'évêque auxiliaire de Paris et 4 prêtres du diocèse. Un commentaire de Philippe Arroir.
Saint-Denis, c'était la messe des humbles, des plus pauvres, ouvriers, immigrés, très nombreux dans ce département de la couronne parisienne. Jean-Paul II, qui est arrivé à Saint-Denis peu avant 18 h, a été accueilli par l'évêque, par le préfet et aussi par la municipalité, le maire communiste Marcelin Berthelot, le député communiste aussi, Pierre Zarka. Dans la nef, 3000 personnes, dont beaucoup d'étrangers travaillant en France. À l'extérieur, vous le voyez, une foule énorme. Puis la cérémonie a commencé par un mot d'accueil de l'évêque de Saint-Denis, Monseigneur de Roubaix. Je pense qu'on a vu à peu près tous les chants, quelques petits refrains. Père, vous venez ici célébrer la messe au milieu d'un peuple de travailleurs. Je voudrais vous dire, nous sommes contents que vous soyez ici. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Le message de paix est prononcé en plusieurs langues, dont l'espagnol, le portugais, l'italien, l'arabe. Feliz no meio de vós, convosco. Eu rezo por todas as vossas intenções e pelas intenções das vossas famílias que estão em Portugal. Dans notre département, dans notre région, dans notre pays, pour le profit, on supprime nos emplois, on expulse les étrangers, on menace nos droits élémentaires, on enlève toute perspective d'avenir pour nos enfants. Et nous ne sommes pas unis pour demander justice. Jésus-Christ, pardonne-nous nos manques d'audace dans les luttes que nous menons. Pardonne-nous nos manques d'unité. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Le Saint-Père ira ensuite sur le parvis de la basilique prononcer son homélie devant une foule énorme. Je sais que beaucoup de travailleurs, français et étrangers, vivent et travaillent ici dans des conditions souvent précaires de logement, de salaire, d'emploi. Dans mon expérience de vie, j'ai appris ce qu'est un travailleur et je porte cela dans mon cœur. Je sais que le travail est aussi une nécessité, parfois une dure nécessité. Et pourtant, l'homme désire la transformer à la mesure de sa dignité et de son amour. C'est là que réside sa grandeur. Bien souvent, les conditions de vie obligent les hommes à quitter leur patrie pour aller chercher du travail, comme c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Il faut souhaiter que toute société soit capable de donner assez de travail à ses propres citoyens. Si toutefois l'émigration pour des raisons de travail devient un besoin ou une nécessité, je n'en souhaite que davantage à tous ceux
qui se trouvent dans cette situation de savoir transformer cette nécessité à la mesure de l'amour qui les lie à leurs proches, à leur famille, à leur pays natal. Quels enseignements peut-on tirer sur le plan pastoral de la deuxième journée du séjour du pape à Paris? C'est ce que je demande au père Jean-François Six. Je crois qu'il y a un très grand contraste, enfin pour moi, entre ce matin et ce soir. Ce matin, je me trouvais aussi dans les jardins de l'Élysée. Il y avait des représentants du monde ouvrier comme François Mitterrand ou Georges Marchais. Il y avait aussi des représentants des pauvres. J'ai rencontré l'abbé Pierre, un compagnon d'Emmaüs, mais surtout de hautes personnalités. Et puis là, d'un seul coup, ce soir, c'est Saint-Denis, c'est la réalité du travail, la réalité aussi de beaucoup de misère, les immigrés, le pape au cœur du département le plus communiste de France. Il y a donc un contraste. C'était très beau d'entendre le pape rappeler qu'il a été lui-même un travailleur manuel et que, de cette expérience même, il a rencontré autrement l'Évangile, bien plus profondément l'Évangile. Et j'ai envie de rappeler aussi que le tout premier article du jeune abbé Wojtyła, il avait 28 ans, c'était au Tygodnik Powszechny, si je ne me trompe pas, c'était sur la mission de France. Il rentrait de France et il a fait un article sur la mission de France. Mais j'étais assez frappé dans son homélie, qui est très belle, de son insistance d'ouvrir notre cœur aux dimensions du monde, à toutes les misères du monde et au tiers-monde. Il a parlé entre autres de la faim dans le monde d'une façon précise. J'ai envie de dire en même temps qu'il me semble qu'il y a un manque. Il a parlé beaucoup de Marie, c'était la fête de la Visitation aujourd'hui, c'est la fête des mères demain, et il a parlé, donc il était dans le monde ouvrier, aujourd'hui le monde des pauvres, demain le monde des jeunes, le monde de la culture lundi. Il y a un monde, je crains que l'Église ne prête pas suffisamment attention, c'est quand même le monde des femmes. Bien sûr, il y avait les religieuses aujourd'hui, mais je rencontre quand même beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes, de femmes, chez qui il y a un certain anticléricalisme qui naît parce qu'elles ont l'impression que l'Église ne prend pas suffisamment en compte leurs conditions, leurs recherches d'aujourd'hui. Mais je crois que l'Église va en prendre peu à peu conscience, et je l'espère fort. Et en tous les cas, le séjour n'est pas terminé. Comme chaque jour, nous vous donnons maintenant le programme de la visite de Jean-Paul II pour demain. Alors, demain dimanche, à 8h30, le pape quittant l'Annonciature se rend d'abord à l'Institut catholique, chez Monseigneur Poupard, 70 rue de Vaugirard, pour y rencontrer des professeurs et des étudiants. Puis, à 10h, il prend l'hélicoptère à l'école militaire et il va à l'aéroport du Bourget. L'aéroport se trouve d'ailleurs sur le territoire de la commune de Digny. À 10h30, il célébrera la messe pour le peuple de Dieu, messe pour laquelle on attend des centaines de milliers de fidèles. Et alors, concernant cette messe à l'aéroport du Bourget, on recommande à tous ceux qui s'y rendront de partir le plus tôt possible et d'éviter de prendre leur voiture personnelle. Des trains et des transports en commun ont été prévus afin d'acheminer le plus rapidement possible les fidèles à l'aéroport. Les trains partiront à une cadence accélérée dès 5 heures du matin. Alors, je reviens au programme. L'après-midi, le Saint-Père se rendra à 15h30 au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, à la sortie sud-ouest de Paris, pour une séance de travail avec tous les évêques français. Il rencontrera également des séminaristes, ainsi que le grand rabbin Kaplan. Enfin, en soirée, à 20h30, le souverain pontife a été convié à une veillée des jeunes au Parc des Princes, veillée qui sera transmise en direct sur Antenne 2 et commentée par Philippe Arroir et Jean-François Six. Après quoi, le pape ira sans doute, son programme dit si le temps le permet, prier au Sacré-Cœur de Montmartre, l'église blanche qui domine Paris. De nombreux messages, les voix les plus officielles, partout dans le monde, parlent de la nécessité de la lutte contre la faim. Quelquefois, cela peut paraître une notion un peu abstraite dans les pays où chacun a, au minimum, à peu près ce qu'il faut pour manger. Mais l'expression « mourir de faim » prend tout son sens dramatique. Par exemple, en Ouganda, où chaque jour meurent plusieurs centaines de personnes parce qu'elles n'ont plus rien à manger. Un reportage que vous ne pourrez pas regarder sans en avoir le cœur serré. Cet enfant meurt de faim. Cela se passe au nord-est de l'Ouganda, dans la région de Karaboja. 140 000 personnes essayent d'y survivre. La sécheresse a laissé leur grenier vide.
il n'y aura aucune récolte avant plusieurs semaines. Alors dans ce coin d'Afrique, on meurt, surtout quand on est enfant, privé du lait le plus élémentaire. Les troupeaux, ceux qui n'ont pas été décimés par la sécheresse, le sont aujourd'hui par les pillards venus du Kenya et qui attaquent le bétail à la mitraillette. Quand ils arrivent la nuit, raconte ce paysan, ils attaquent les gens, ils les tuent et s'en vont, emportant tout. Ils sont armés avec les fusils et les munitions abandonnés par les anciens soldats du dictateur Idi Amin Dada. Pour sauver la population, il faudrait distribuer 1500 tonnes de grains par mois. Depuis janvier, depuis le début de la famine, on a réparti en tout et pour tout 800 tonnes de nourriture. Les camions manquent, les routes sont infestées de bandits. En moyenne, depuis le début de l'année, on a distribué 2 kg 300 grammes de nourriture par personne. Le plus poignant, c'est d'être témoin de cette misère au bord de champs de céréales que les hommes et les femmes soignent avec l'énergie du désespoir, champs de maïs qui donneront leurs épis dans 2 mois, si tout va bien. Et pourtant, combien seront morts d'ici là, qui n'auront pas eu la force de survivre jusqu'à la récolte? Jean-François Poncet, ministre français des Affaires étrangères, est aux États-Unis. Il a eu hier un très long et positif entretien avec son homologue américain, M. Maskey. Le ministre français a confirmé une très prochaine initiative de l'Europe des 9 sur le Proche-Orient et on rappelle la récente déclaration du président Sadat, oui à une telle initiative, si elle ne contredit pas l'esprit de Camp David. Et les États-Unis disent la vérité est et continue à être dans les accords de Camp David, une analyse de Jacques Sy. Monsieur Maskey et François Poncet se sont séparés sur une poignée de main large et ouverte qui voulait signifier que malgré les frictions, Américains et Français sont des amis turbulents, certes, mais avant tout des partenaires. C'est le message que s'empressait de répercuter à son tour le nouveau secrétaire d'État américain. Les 2 hommes s'étaient entretenus en tête-à-tête pendant 1 heure avant d'être rejoints pendant 2 heures par M. Brzezinski, le conseiller de M. Carter. Iran, Afghanistan, Jeux Olympiques, les grands dossiers étaient passés en revue et ils devaient faire apparaître une nouvelle fois qu'il n'y a pas de désaccord sur le fond, mais plutôt une perception différente quant aux solutions. Exemple, le Proche-Orient. M. François Poncet a informé le secrétaire d'État que la France et les Européens sont prêts à évoquer dès leur sommet de Venise le 12 juin des propositions nouvelles, puisque, selon eux, Camp David est dans l'impasse. J'ai indiqué à M. Maskey qu'il me paraissait à la fois nécessaire et souhaitable que les pays européens prennent dans cette affaire du Moyen-Orient une initiative. Parce qu'il est clair que les négociations entre l'Égypte et Israël ne progresseront pas sur le problème palestinien, qui est le problème central pour rechercher la paix au Moyen-Orient, et que l'ensemble des pays arabes attendent de l'Europe qu'elle apporte sa contribution à la recherche de la paix. Et je crois que c'est le moment de le faire. Je crois d'ailleurs que les 9 pays membres de la communauté européenne partagent sur ce point des opinions communes. Encore faut-il que les États-Unis, Israël, l'Égypte, mais surtout les États-Unis, ne considèrent pas qu'une proposition, qu'une initiative de ce genre est dirigée contre elle. Elle ne l'est pas. Immédiatement après ces déclarations, le gouvernement américain faisait savoir qu'il lui semblait prématuré de vouloir enterrer les accords de Camp David et il ajoutait que le processus est le seul qui jusqu'à présent ait donné des résultats et qu'il comptait le poursuivre contre vents et marées. Le voyage de M. François Poncet à Washington a permis d'effacer l'irritation provoquée par le sommet de Varsovie. Il a confirmé d'autre part qu'Américains et Européens, liés par des accords qui datent de 40 ans et qu'il faudra sans doute réviser, ont désormais une perception du monde différente. Mohamed Masmoudi, ancien ministre tunisien des Affaires étrangères, fait la grève de la faim depuis 8 jours pour protester contre les mesures de surveillance trop strictes dont il est l'objet. Il a été transporté aujourd'hui dans une unité de soins intensifs à l'hôpital de Tunis. Affaire française, un accident. 10 jeunes filles et le chauffeur d'un car de ramassage scolaire ont été blessés, certains grièvement, ce matin entre Belen et Rochegude dans le Vaucluse, dans un accident de la circulation. Politique pour Jacques Chirac, qui parlait aujourd'hui devant les conseillers généraux RPR, la réforme des collectivités locales qui est devenue hésitante
au fil des mois, pourrait bien être une réforme avortée. Pour François Mitterrand, devant les jeunes socialistes réunis à Créteil, l'élection présidentielle de 81 n'est qu'une péripétie. La construction du socialisme, dit-il, va au-delà et elle se fera avec l'appui des jeunes. Venons-en à la séquence sportive. Béziers joue ce soir en rugby une nouvelle finale. Cette fois-ci, il s'agit du challenge du Manoir. Contre Bayonne, nous nous rendons au Parc des Princes pour un point rapide vers la fin de la première mi-temps. À une dizaine de minutes environ de la fin de cette première mi-temps, en effet. Le challenge du Manoir est au rugby, si l'on peut dire l'équivalent de ce que la Coupe de France est au football. Et puis déjà sacré champion de France dimanche dernier, Béziers qui joue ici à gauche en maillot rayé bleu et rouge. Béziers va tenter ce soir de réaliser le doublé et tenter d'inscrire un nouveau record, un palmarès qui lui est déjà prestigieux. Pourtant, les choses ne paraissent pas si bien parties pour les Biterrois, puisqu'à quelques minutes de la fin, puisqu'à 12 minutes seulement du début de la première mi-temps, Bayonne menait 4-0 grâce à un essai marqué en coin mais non transformé. Et à la 27e minute, Bayonne passait une pénalité, 7-0 donc pour Bayonne en ce moment. Cependant, et pour revenir à Béziers, si les Biterrois l'emportent ce soir, ce sera leur 5e succès en du Manoir et cela leur permettrait d'égaler les précédents records de Lourdes et de Narbonne. Mais ce serait aussi pour Béziers toujours l'occasion de réaliser un 4e doublé, bouclier de Brennus et challenge du Manoir. Quant aux Bayonnais, ils savent que cette finale ne peut pas être une partie de plaisir et pourtant ils ne sont pas venus au parc pour faire de la figuration. On en voudra pour preuve la domination territoriale exercée pendant toute cette première mi-temps et le score d'ailleurs est là pour le prouver. 7-0, je vous le rappelle, en faveur des Bayonnais. Malgré la pluie, les internationaux de France de tennis sur terre battue se sont poursuivis à Roland-Garros. Le programme a été un peu perturbé à cause du temps, naturellement. Où en sommes-nous, Henri Bodigel, notamment le résultat du match Borg-Porte? Il faut avoir les nerfs solides pour affronter Björn Borg ici au fond du cours. Il ne suffit pas non plus de savoir jouer des points brillants, il faut encore pouvoir soutenir l'échange et enchaîner les points, ce que Pascal Porte n'a pas su faire cet après-midi. Et pourtant, le Français s'est bien battu, il a fait illusion pendant 7 jeux, mais rapidement il a été asphyxié et puis débordé par le rythme du Suédois. Vainqueur des 2 premières manches en 6-3 et 6-0, Borg a une fois de plus fait la démonstration de sa technique et de sa maîtrise. Un Björn Borg qui n'a pas encore perdu un seul set depuis le début du tournoi, et tandis qu'on joue la balle de match, Porte est mené 5-1, 6-1 maintenant. Finalement, le Suédois se qualifie pour le tour suivant, en battant Porte donc 6-3, 6-0, 6-1. Ainsi disparaît le joueur français classé 2e et ne reste plus dans le tournoi pour les Français que Yannick Noah qui demain doit affronter Jimmy Connors. Course, demain dernière réunion à Longchamp avant le Grand Prix de Paris à la fin de juin. Clou de l'après-midi, la présence de la jumenterie Troïkas dans le prix de l'Art, tiercé dans le prix du Palais Royal. Peu de partants et une distance très courte. L'analyse de Pierrette Bresse. Oui, ce prix du Palais Royal, le tiercé demain à Longchamp, s'adresse à d'excellents chevaux de vitesse. En effet, cette course est en quelque sorte un sprint qui démarre à la descente et arrive dans le dernier tournant avant d'aborder la ligne droite. Cela en 1400 mètres. L'arrivée est toujours très spectaculaire. Il n'y aura que 12 partants puisque le numéro 2, Adran, a été déclaré forfait ce matin. J'ai choisi de vous présenter Divin Marquis, un grand espoir l'année dernière. Son entraîneur Freddy Palmer nous explique pourquoi cette année il a été très décevant. Vous allez voir sur les images. Il a fait sa rentrée dans le Monténica où il est 3e. Et après il a couru à Évry, 1800 mètres, où c'était beaucoup trop long. On s'est un peu trompé, on a cru qu'il allait tenir et finalement il ne tient pas. Alors 1400 mètres dimanche, c'est pour lui. Oui, il est sur ça. C'est pour ça qu'on l'a remis là. Parce qu'il retrouve la distance sur laquelle l'année dernière il avait battu Belgio assez facilement. C'est une bonne ligne, Belgio qui est le gagnant du Lupin. Bah oui, c'est une très bonne ligne, elle est trop bonne même. Enfin, c'est pas pour ça qu'il va gagner le tiercé, mais enfin il va courir sur sa distance et s'il a la chance de ne pas avoir un terrain lourd, il va être à l'arrivée, je pense, parce que c'est un cheval qui doit galoper sur 1400 mètres. Il a l'air en pleine forme. Un cheval qui est très bien, c'est un bon tempérament, c'est un bon caractère. Lui, on va le laisser manger de l'herbe. Oui, après le travail, il est droit au repos maintenant. Et voilà. Il ne se fait pas prier pour ça. Hein. Il fait des envieux, il fait des jaloux. Là. Tous les autres le regardent. Oui. C'est triste, hein, la vie d'un cheval de course.
Est-ce que c'est fait exprès de les garder 23 heures dans un box pour leur concentrer toute leur énergie au moment de la course? Non. Non, c'est pas fait exprès. Un cheval, je fais des chevaux comme ça, ils pourraient sortir 2 ou 3 heures par jour, ils en seraient que mieux. Hein. Et pourquoi ne le fait-on pas? Parce qu'on ne peut pas, on n'a pas les moyens. Pas de personnel pour faire ça. C'est une prison de luxe. En base de ma sélection, j'ai choisi de faire confiance à Kilimanjaro, qui appartient à un entraînement en forme, celui d'Olivier Douyeb. Suvero est un vrai spécialiste des courtes distances, il semble qu'il soit en progrès actuellement. Vitteric rencontre ici un lot à sa portée, il peut se distinguer. Baptisme est un concurrent anglais qui aime le terrain sec. Divin Marquis préfère lui aussi le terrain sec. Demain, la piste risque d'être très souple, mais ces deux bons poulains ont de la classe. White Plischer a été décevant pour sa rentrée. Il faut le revoir et je pense qu'il est en mesure de se rattraper demain. Light of Rain fera sa course de rentrée, mais il court très bien frais. Alors ses chevaux porteront les numéros 5, 7, 3, 1, 10, 11 et 8. Le Grand Prix automobile d'Espagne, qui devait se dérouler demain près de Madrid, ne comptera pas s'il est couru pour le championnat du monde des conducteurs. Ainsi se conclut provisoirement l'épreuve de force qui oppose la Fédération internationale à l'Association des constructeurs de Formule 1. Demain 1er juin, c'est la fête des mères. Je voudrais souhaiter à toutes les mères de sentir autour d'elles, demain plus encore que les autres jours, la chaleur et l'affection qu'elles méritent. Le témoignage d'une mère que je vous propose de suivre se termine bien par une chanson, mais une chanson pas comme les autres, et il raconte l'histoire vécue entre une mère et son fils face au fléau qu'est la drogue. Ce reportage de Georges Bégou donne, je crois, des raisons d'espérer. Milieu aisé, éducation soignée, une carrière de chanteur qui s'annonçait bien, cela ne suffisait pas à ce garçon qui se promène aujourd'hui tendrement avec sa mère. La drogue l'avait conquis. Pendant 5 ans, sa mère a lutté pour le sortir de là. De ces luttes, elle a fait une chanson pour témoigner au grand jour que la confrontation avec la drogue n'arrive pas qu'aux autres. Elle est là, cette drogue. Elle est à la sortie des écoles. Elle est partout. On leur en offre partout. Et d'ailleurs, les 3/4 des enfants qui se droguent actuellement, ça commence à l'école. Je suis désolée, mais c'est là que ça commence. Et puis, je crois aussi qu'il faut dédramatiser ce problème-là. C'est un accident de parcours. Il faut essayer de le considérer comme ça. Oui, vous dites ça maintenant, mais oui. Parce qu'il est guéri. Oui. Mais vous avez beaucoup pleuré. Ah, je pense qu'il arrive un moment où on se retrouve seul face à face avec cette chose, c'est ce que j'explique dans ma chanson, cette rivale. C'est pour une mère, c'est une rivale. Et on se dit, comment je vais pouvoir la cerner? Et puis finalement, petit à petit, avec le temps, avec l'amour des parents, avec l'entourage, c'est énorme. Eh bien, à ce moment-là, ils s'en sortent. C'est un message que je voudrais envoyer aux parents. Et c'est un message aux jeunes pour leur dire qu'ils pensent à leurs parents. Parce que c'est très dur, la communication. Mes parents ont eu une volonté encore plus forte que la mienne, c'est-à-dire de m'aider, de ne jamais me laisser tomber, alors qu'à certains moments, je méritais vraiment qu'ils me laissent tomber. Et maintenant que j'ai réalisé toutes ces choses que j'aurais pas dû faire, je me sens beaucoup mieux avec mes parents et j'essaye d'être le meilleur fils possible avec eux et leur donner le plus de satisfaction possible. Sais-tu combien je t'ai aimé? À l'instant même où tu es né. Le temps pour demain dimanche, une zone de pluie située en matinée des Flandres à la Franche-Comté et aux Alpes, s'éloignera lentement vers l'est dans la journée. Elle sera suivie plus à l'ouest d'un temps variable avec éclaircies et nuages. Malgré une légère hausse des températures, celles-ci resteront encore basses pour la saison. C'est à 23h05 qu'Hervé Claude vous donnera les dernières informations de la journée. Demain, vous retrouverez des antennes de midi nos émissions habituelles. Et n'oubliez pas notre grand rendez-vous, la veillée du pape avec les jeunes, demain soir à 20h30 au Parc des Princes à Paris, commenté par Philippe Arroir et Jean-François Six. Et dès maintenant, prenez un rendez-vous sur votre calepin avec Question de temps lundi soir sur la consommation. Notre édition est terminée. Bonsoir. Merci.